Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La Russie veut créer un nouveau partenariat avec l'Afrique. Il s'est tenu le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il est question de passer à l'action pour la transformation structurelle du continent. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a participé à une table ronde. Il est porteur d'un message de fraternité du président Alassane Ouattara à son homologue sénégalais. Le président de l'Assemblée nationale, reçu par Macky Sall, Amadou Soumaoro, est à Dakar pour une visite d'amitié et de travail. Ils ont aussi abordé le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et puis les populations doivent prendre soin des plages. Un appel du ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'était aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale des océans à Grand Bassam. Les plages d'Azuréty nettoyées. D'abord, ce communiqué du porte-parole du gouvernement. Recevant une délégation de son parti politique en sa résidence de Daoukro le mercredi 5 mai 2019, M. Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tenu les propos suivants. On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. D'autres ont fait venir clandestinement, surtout dans la commune d'Abobo, les gens rentrent, on leur fait faire des papiers. Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café et de cacao et ensuite les gens se sont installés à leur propre compte et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Il faut que nous agissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux, car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Ces propos d'une extrême gravité appellent à la haine de l'étranger, sont de nature à mettre en péril, au-delà de la paix, de la cohésion sociale, l'unité nationale et la stabilité du pays. Cette déclaration intervient à un moment où plusieurs localités du pays sont secouées par des violences intercommunautaires qui se sont soldées par des morts, des blessés, des dégâts matériels importants, ainsi que par des déplacements de populations en détresse humanitaire. Le gouvernement tient à rappeler que l'instrumentalisation de la haine de l'étranger par le président Henri Konan Bédié et les dérives qui en ont résulté ont été à la base des différentes crises que notre pays a connues depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993. C'est pourquoi le gouvernement condamne cette sortie qui n'honore pas son auteur, qui ne doit pas méconnaître les obligations liées à son statut. Le gouvernement tient à rappeler à tous que le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse sont constitutifs d'infractions prévues et punies par la loi pénale. Fait à Abidjan le 8 juin 2019. Sidi Tchemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. La Russie veut créer un nouveau cadre de coopération avec le continent africain et se tient à Saint-Pétersbourg un forum économique. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé hier à une table ronde. Elle était consacrée à la définition des modalités de développement et la consolidation de cette coopération. Awa Touré. La Russie veut contribuer à la transformation structurelle de l'économie africaine. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé à une table ronde pour fixer le cadre de cette coopération. Une rencontre qui se tient dans un contexte de croissance des économies africaines. Une croissance qui, malheureusement, n'est pas encore inclusive. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il faut agir et vite. L'Afrique se doit donc d'agir vite afin de favoriser le développement d'une épargne intérieure, d'un secteur privé national et international créateur d'emplois et de richesses. Sur ce nouveau vaste marché porteur, connaissez, il y a la ZLECA, la zone de libre-échange de l'Afrique, devrait éclore des champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Pour ce faire, et selon nous, les principaux défis à relever par l'Afrique sont les suivants. Le premier, ce rapport aux réformes structurelles et sectorielles profondes, condition indispensable pour créer un environnement favorable aux investissements privés, nationaux et étrangers et assurer une croissance forte et durable. Deuxièmement, l'accélération du capital humain et du bien-être de chacun, car nous savons tous, il n'est de richesse que d'hommes.
Le troisième défi concerne l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines par une industrialisation et une diversification plus poussée. Pour notre part, ce sont les réponses pertinentes à ces défis qui devaient constituer l'architecture du prochain cadre de coopération entre la Russie et les États africains. La Fédération de Russie et l'Afrique disposent ainsi d'un vaste champ de coopération à explorer, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électrification et de l'agriculture. Le sommet prévu pour se tenir en octobre devrait jeter les bases de cette coopération. Et on va rester en Russie pour parler cette fois de la plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pris part à cette rencontre. Le président Vladimir Poutine appelle à changer le modèle de développement des pays. Selon lui, il faut tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Retrouvons Ouattouré. Les représentants de 120 pays et plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'occasion pour le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de faire un état des lieux de l'économie mondiale. Pour lui, l'architecture de l'économie internationale a radicalement changé depuis la fin de la guerre froide avec des modèles de développement qui ont montré leurs limites. Le rôle de nouveaux moteurs du développement des technologies de l'information et de la communication n'est pas encore efficace. De plus, le modèle de mondialisation correspond de moins en moins aux réalités. Invité d'honneur de cette 23e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président de la Chine, Xi Jinping, a dit l'attachement de son pays au développement durable. En témoigne l'ouverture de la route de la soie qui s'inscrit dans les objectifs du développement durable, avant d'ajouter qu'il faut combiner les efforts en vue de construire l'économie mondiale afin de créer les conditions d'une concurrence loyale. L'agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs représentent un cadre stratégique pour le développement durable. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au terme de la rencontre, a fait le point sur les actions engagées par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le développement durable, vous savez que le président de la République a fait prendre une série de mesures, notamment dans le domaine de la forêt, avec le projet RED+, avec le projet de cacao ami de la forêt, etc., de manière à ce que l'impact que le climat a sur le développement s'amenuise au fil du temps. Donc les choses s'améliorent au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a demandé aussi que nous puissions pousser l'énergie solaire en Côte d'Ivoire, de manière globale les énergies renouvelables, pour que les énergies renouvelables jouent un rôle beaucoup plus important. Je crois qu'actuellement on a 65% au niveau disons de l'énergie thermique et 35% pour l'énergie renouvelable. Il a demandé qu'on inverse la situation d'ici une dizaine d'années. On est sur le chemin de le faire. Ce que nous souhaitons, nous, pays en développement, c'est qu'on puisse prendre davantage en compte les besoins des pays en développement, notamment dans les domaines du développement du capital humain, dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine, disons, des infrastructures et dans le domaine des financements innovants. Je crois que si ces éléments sont pris en compte, il y a des chances que l'Afrique puisse devenir, comme on l'a indiqué en conclusion, la nouvelle frontière de développement. Le vice-président s'est par ailleurs félicité du fait que les dirigeants du monde mettent le développement de l'économie mondiale au cœur de leurs actions. Et après sa participation à ce forum économique international, le vice-président a quitté Saint-Pétersbourg. Daniel Kablan-Duncan est arrivé aujourd'hui à Genève en Suisse. Il va participer à la 108e session de la conférence internationale du travail. La rencontre va se pencher sur les questions suivantes: violence et harcèlement dans le monde du travail et la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail.
De Genève, rendons-nous à Dakar, au Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale y est en visite d'amitié et de travail. Amadou Soumaoro, reçu par le chef de l'État sénégalais Macky Sall, il dit est allé transmettre les messages de fraternité du président de la République Alassane Ouattara au peuple sénégalais, une occasion de renforcement de la coopération entre les deux pays. Envoyé spécial Konaté Moussa. Les portes du palais présidentiel du Sénégal à Dakar s'ouvrent pour Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est reçu par son Excellence Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Le patron de l'hémicycle ivoirien est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue du Sénégal. Le chef de l'État ivoirien m'a chargé de transmettre au président Macky Sall sa fraternité sincère. Il ne pourra en être autrement que lorsque nous sommes à Dakar, qu'on vienne témoigner non seulement la fraternité du président Alassane Ouattara à son frère, le président Macky Sall, mais aussi l'amitié entre les Ivoiriens et le peuple sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent de bonnes relations bilatérales. Les deux pays continuent de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Ici en Côte d'Ivoire, les professionnels de la santé du nouveau-né et de l'enfant partagent leurs expériences. Les 17e journées ivoiriennes de la pédiatrie au bénéfice des enfants tenues à Grand-Bassam. La rencontre a permis d'aborder les infections des enfants et la qualité des soins. Les réflexions menées vont permettre d'obtenir les résultats sur cette question liée à la pédiatrie. Tous les 8 juin marque la journée mondiale des océans. En Côte d'Ivoire, l'événement est célébré à Azuréty et à Grand-Bassam. Les populations ont nettoyé les plages. Le ministre de l'Environnement appelle à prendre soin de ces espaces. Issa Tionayo. Azuréty, Grand-Bassam, ce samedi, jour de la célébration de la journée mondiale des océans. Les populations sont à la tâche pour nettoyer la plage. Une initiative encouragée par les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'état de nos océans est tel que nous ne pouvons nous accorder aucun répit. Pollution en tout genre. Et j'en profite pour mettre les jeunes d'Azuréty en mission, afin que la prochaine fois, quand nous venons ici, on ne voit pas les restes de sargasses. Donc je vous exhorte, jeunes d'Azuréty, à vous munir de balais, de pelles, de râteaux, afin de rendre ce site-là un peu plus agréable pour vous-même et les touristes aussi qui viendront visiter votre village. Cette année, les femmes occupent une place de choix dans la célébration de cette journée à travers le thème « Genre et océan ». Occasion pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable de les sensibiliser sur les dangers à fumer le poisson sur du charbon. Une équipe de chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody a trouvé que 50% des femmes sont atteintes de maladies respiratoires et 10% ont perdu leur empreinte digitale à force de tourner manuellement le poisson au four. 17% de femmes souffrent de la fièvre typhoïde ou de tension artérielle. Ces résultats ont été obtenus après une année d'analyse des données collectées sur les sites de fumage de poissons à Abobo-Doumé, Grand Laou, Gestabo et auprès des femmes fumeuses et non fumeuses des communautés de pêche. Les femmes, particulièrement celles de notre pays, et plus spécifiquement nos mamans et nos sœurs d'Azuréty, à Grand-Bassam, par leur impact certain sur l'alimentation des grands publics, peuvent jouer un rôle important aussi bien dans la préservation des ressources de l'océan que dans l'orientation des comportements vers une consommation durable des produits de la mer. Elles méritent donc qu'une attention particulière leur soit accordée à l'effet de garantir les moyens de subsistance tant pour nos populations d'aujourd'hui que pour les générations à venir. Cette célébration de la Journée mondiale des océans a permis aux autorités de visiter les mareyeuses sur leur lieu de travail. Un centre social à Bobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. L'ouvrage inauguré par les ministres Pascal Kwaku Abinan et Dan Opoulin, une action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. C'est un local qui permettra d'adresser les difficultés des populations. Pierre Dipomélin, Eugène Atoubé.
Un centre social composé de 8 bureaux, une salle de réunion, un hall pour la pesée et la vaccination. Le tout bâti sur 800 mètres carrés au profit des populations d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. L'inauguration de cet ouvrage a été faite en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kwakwa-Binan et du ministre des Sports Dao Paulin Claude, maire de la commune d'Atekoubé. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Ces structures de protection sociale jouent un rôle de premier plan dans la sensibilisation pour le changement de comportement des populations. C'est cette volonté de matérialiser la vision du chef de l'État en matière de renforcement de l'action sociale qui est à l'origine du programme social du gouvernement PS-Gouv. Nous avons beaucoup de souffrances au niveau des familles et des repères des jeunes. Nous avons donc besoin d'un centre pour encadrer la jeune fille et donner de l'espérance. Faire en sorte que les chefs de village, de communautés, les associations de femmes et de jeunes puissent venir ici partager leur solidarité, leurs espoirs, mais aussi toutes leurs inquiétudes. Le centre social attendu par la population offre de nombreux services, notamment des prises en charge mère-enfant ainsi que des personnes défavorisées. Les populations au centre social ne payent rien, ils viennent, ils exposent leurs problèmes. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Quand ça dépasse notre compétence, on les oriente vers les structures qui sont adaptées. Le programme social du gouvernement prévoit la réhabilitation et l'équipement des 98 centres sociaux que compte le pays afin d'apporter de meilleures prises en charge aux populations vulnérables. Pour entretenir celui d'Abobo-Doumé, du matériel de salubrité a été offert aux différents chefs de village. Première édition de la journée de la femme productrice de karité. Elle s'est tenue à Koko, un village de la région du Poro, au nord du pays. Elles vont bénéficier d'un site de traitement d'amande de karité, une initiative de l'Union des associations pour le développement des savanes, une aide à la valorisation et l'autonomisation de ces femmes productrices. Le reportage d'Ami Sissoko. Comment autonomiser les femmes productrices de beurre de karité de Koko, village situé à plus de 40 km de Korogo? Bien qu'étant l'une des activités principales génératrices de revenus des femmes, les techniques de production du beurre de karité demeurent artisanales. La problématique de leur épanouissement à l'origine de la première édition de la journée de la femme productrice de beurre de karité, une initiative de l'Union des associations pour le développement des savanes, UADES. Pour les amener donc à se conformer aux exigences de la certification en vue de conquérir de nouveaux marchés, l'UADES décide de bâtir un centre de traitement d'amandes de karité pour les femmes de Koko. Le coup d'envoi des travaux est donné ici par son président, Gaussou Silue, et des membres du conseil régional du Poro. Nos femmes se battent, c'est ce qu'elles vendent pour pouvoir s'acheter souvent de quoi manger, de quoi se vêtir, quand bien même que les maris sont là. C'est grâce à ces amandes-là qu'elles arrivent aussi à scolariser donc leurs enfants. Les amandes de karité sont des produits que nous devons valoriser, que nos femmes doivent continuer donc à produire et à vendre. Le centre de traitement d'amandes de karité de Koko sera bâti sur une superficie de 2 hectares et va coûter plus de 7 millions de francs CFA aux initiateurs. Une action plus que salutaire pour les bénéficiaires. Nous sommes vraiment contentes d'avoir un centre dans notre village, un centre de beurre de karité. Bon, ça va nous permettre de changer notre condition de vie. Nous sommes maintenant un groupement, on peut travailler ensemble. Cette double cérémonie, festive et solennelle, a enregistré la présence de l'association Sœurs, productrice de beurre de karité de Petit Paris de Korogo. Elles sont venues obtenir un partenariat pour la fourniture d'amandes de karité, car la zone de Koko possède à elle seule 60% des arbres de karité de la région du Poro. Ils sont 10 individus arrêtés à Abidjan et à Tabou, près de la frontière libérienne. Un réseau international de trafiquants de cocaïne. Le coup de filet intervient au terme d'une enquête de 9 mois. Une opération menée par les polices françaises, ivoiriennes et italiennes. Les explications d'Abou Sanogo. Pendant 9 mois, nous avons mené toutes les investigations nécessaires. Un présumé réseau international de trafiquants de drogue démantelé à Abidjan. Les faits remontent au mois de septembre 2018 à Santos au Brésil, où un chien renifleur détectait la présence de drogue dans 3 catapillas, compacteurs destinés à l'exportation vers la Côte d'Ivoire. La douane brésilienne, à l'aide de puissants chalumeaux, ouvre le rouleau et y découvre 1 tonne 195 kg de cocaïne
emballés dans plusieurs paquets. Aussitôt, par le biais de la coopération internationale, l'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, est saisie par le Brésil et par un officier de liaison basé à Accra, au Ghana. Le 6 juin 2019, une vaste opération est alors déclenchée. Elle permet d'interpeller 10 suspects en lien avec ce trafic et de saisir 8 armes dont un pistolet d'assaut, des dizaines de montres de valeur, des véhicules de luxe, des billets de banque en francs CFA et plusieurs autres numéraires. Cette opération a bénéficié de l'appui des structures de lutte antidrogue de 5 pays de l'arc du Golfe de Guinée. La coopération internationale peut conduire à des résultats très important. Et je souhaite que pour le futur, on continue. Je remercie vraiment l'UCT et les autorités ivoiriennes parce que moi, je peux vous dire qu'à aucun moment, on nous a mis les bâtons dans la roue et bien au contraire, on nous a dit allez à fond et jusqu'au bout. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, qui a pris la pleine mesure du danger que représente la drogue, affiche sa volonté d'y mettre fin. Plusieurs unités ivoiriennes ont participé à cette opération. Dans l'actualité politique, bientôt une cérémonie d'hommage au président de la République à Diabo, au centre du pays. Le peuple glo exprime sa reconnaissance au chef de l'État. Les cadres et la chefferie se sont rencontrés pour préparer l'événement. Kwadio Kwame. À l'appel du tam-tam parleur, le foyer Nana Amanidoa de Diabo, point de convergence de tous les chefs des 2 cantons Glo, sous la direction de Nana Baté Thomas. Les têtes couronnées, les organisations de femmes et les structures de jeunesse du canton Glo se rassemblaient pour écouter les cadres du terroir pour le message à eux délivrer. C'était d'abord de s'entendre sur l'organisation d'une manifestation de remerciement au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le canton Glo. Vous savez qu'on est dans un environnement politique qui évolue favorablement avec la naissance du RHDP. Beaucoup de sons de cloche ont été entendus par nos parents. Il était bon qu'on vienne leur dire notre part de vérité sur ce qu'est le RHDP et pourquoi est-ce qu'ils doivent accompagner le chef de l'État dans cette nouvelle aventure. Le retour est favorable. Ces fils qui sont partis et qui sont venus nous donner ce message, nous leur disons merci. Merci pour le message. Ce que nous n'avons pas appris et ce qu'on ne connaissait pas, c'est ce qu'on nous a informé. Le RHDP, c'est un parti de paix. Donc aujourd'hui, nous sommes pour le président Alassane Ouattara. La date de la cérémonie d'hommage, de reconnaissance et de remerciement au président de la République reste à déterminer. Une cérémonie que toutes les composantes de la société souhaitent et qui fera date dans l'histoire de ces terroirs. L'actualité politique, c'est aussi cette mobilisation à Issia. Le mouvement Génération Gagnante invite les populations à être des acteurs du développement local. Un message entendu, comme on le voit dans ce reportage de Kader Sogodogo. Antoine Nizako, le coordonnateur de Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra, est accueilli à la salle des fêtes d'Issia, la cité du Zagoté, des rois communs des peuples Bété et Nyabois. Génération Gagnante est née pour être à l'écoute des populations, s'enquérir de leurs besoins immédiats en vue de les satisfaire pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers son développement. Voici en substance le message à livrer à Issia. Les personnes qui sont aux affaires actuelles ont réfléchi une nuit et petit à petit, ça a forcé la situation pour dire, écoutez, il y a trop de politique dans ce pays. Toi, de telle partie, on te prend. Toi, de telle autorité qui ne fait pas la politique, on te prend. On va réfléchir sur un mouvement pour atteindre toute la Côte d'Ivoire, expliquer ce qui a été fait et développer ce qui reste à faire dans les autres contrées. Après des échanges, Génération Gagnante pourra faire son lit à Issia. Les populations accueillent avec joie ce mouvement citoyen. Prochaine étape, va voir. Génération Gagnante continue donc de tisser sa toile. La Côte d'Ivoire veut faire de l'industrie touristique le 5e pilier de son économie, principale destination de la zone UMOA. Pour ce faire, le pays mise sur la réalisation de plusieurs projets liés au tourisme de loisirs et celui des affaires. Le ministre Siandou Fofana a échangé avec le représentant résident de l'UMOA en Côte d'Ivoire. Des détails avec Francis Boifou. En 2016,
Le secteur touristique mondial a enregistré 1,2 milliard de touristes avec 5% de visiteurs en Afrique. Très faible taux selon le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Siandou Fofana pense que le continent peut relever les défis à condition de valoriser son potentiel touristique. Le reste du monde viendra ici pour chercher à voir notre culture, nos traditions. Il est important que nous fassions la synergie de nos cultures pour présenter ça au reste du monde afin d'attirer l'attention de tous ces acteurs. Pour expliquer la nouvelle stratégie de développement de l'industrie touristique ivoirienne, le ministre Siandou Fofana a sollicité cette rencontre avec le représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui va faire de la Côte d'Ivoire la locomotive du développement touristique dans notre sous-région et qui va permettre à notre sous-région de tirer aussi avantage de l'expansion de l'industrie touristique dans le monde. Je peux rassurer Monsieur le ministre que la Commission de l'UEMOA a des mécanismes pour accompagner de tels projets intégrateurs. Une rencontre est prévue à Ouagadougou avec le commissaire de l'UEMOA afin d'approfondir la collaboration entre l'institution communautaire et la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ces projets touristiques. Collection Signature, un défilé pour marquer les 15 ans de carrière de la styliste Oulipat. Elle a décidé de valoriser le pagne tissé. Elle a également associé d'autres textiles du continent. On voit cela avec Issa Tchonayo. Donner de la valeur au pagne tissé ivoirien et africain. La styliste Patricia Ouli, connue sous le nom de Oulipat, s'est donné cette tâche depuis 15 ans. Au cours de la 6e édition de Yorodei, festival du pagne africain, elle a montré son doigté magique à travers plusieurs modèles. Le pagne tissé n'était pas assez valorisé. Et depuis 2013, vu les années, on a commencé à le valoriser. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le pagne tissé. Il y a aussi d'autres événements qui se créent en fonction du pagne tissé. Ce festival ouvert sur le reste du continent a vu la participation de plusieurs stylistes venus des autres pays africains. La mode africaine, elle a rempli tous les critères. Aujourd'hui, même les Européens s'inspirent de nous. Un défilé salué par le public et la marraine de la cérémonie. Ce secteur-là, qui est un secteur qui n'est pas du tout évident, il était important pour nous d'apporter notre soutien, d'être à ses côtés et de lui démontrer que dans le secteur de la mode, elle n'est pas seule, qu'elle est accompagnée. Et que son combat pour la valorisation du paille tissé est très important surtout. Bravo à elle, bravo pour sa constance. Bravo pour sa créativité, elle a vu de très très belles choses et je lui souhaite encore 15, 30, 40, 45 années de mode. J'ai adoré ce magnifique défilé en pagne tissé. C'est vrai que ce sont les pailles de chez nous, mais ce sont des pailles qui mettent les gens en valeur et on adore tout simplement. Cette 6e édition de Yorodei a été également l'occasion pour plusieurs stylistes ivoiriens pas connus du grand public de montrer leur savoir-faire. Dans le reste de l'actualité, au Togo, les élections municipales du 30 juin se précisent 32 ans après le dernier scrutin de 1987. Si les recours ne trouvent pas d'issue à la Cour suprême, plusieurs listes pour les municipales pourraient ne pas pouvoir participer à ces élections. Des candidats ou leurs représentants se bousculaient encore hier à la Cour suprême devant les tableaux d'affichage. Et puis le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a ordonné la réouverture de la frontière avec la Colombie. C'est dans l'état de Táchira, dans l'ouest du pays, où la communauté internationale avait massé son aide humanitaire refusée par Caracas. Les relations entre le Venezuela et la Colombie ont été rompues le 23 février, ce après le soutien apporté par le président colombien Juan Guaidó, président autoproclamé. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.